Donc la bataille des mots, elle est décisive, ça je suis d'accord. Déconstruire pour pouvoir fournir de l'information, comment l'information est en permanence présentée d'une manière, mise en cohérence dans un récit qui sert la domination du système néolibéral. Ça, notre rôle, c'est d'abord un rôle de déconstruction, c'est clair, et d'argumentation. Donc heureusement qu'on a en France quand même cette gauche de rupture, on va dire, qui permet de dire, vous voyez, il y a autre chose possible que le globi-boulga du centre, qui est en fait de droite, mais qui fait semblant qu'il couvre une partie importante du spectre politique. L'écologie, ça ne peut pas juste être un chapitre d'un programme, et donc dans un programme politique de transformation de la société, en fait, ça doit être le cœur. Toute l'économie doit être organisée autour de ça. Ou le fait de considérer que le peuple palestinien a une culpabilité, sa culpabilité principale pour une grande partie de la classe politique en France, c'est que ce sont des Arabes à grande majorité musulmans. Bon, voilà. À travers ça, il y a la question là aussi d'un impensé sur l'histoire coloniale de la France. Ça, j'en suis convaincu. Quand dans la campagne des élections européennes, nos adversaires nous ont dit vous ne parlez que de la Palestine, vous ne parlez que de Gaza, c'est pas le seul sujet de l'européenne, etc. Oui, c'est que pour plein de gens en France, en fait, Gaza ou la Palestine, ça résonne aussi sur leur place à eux dans la société française. Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Pertusato, Pertusato qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou. Comme c'en est la coutume, même si cette précaution dans ton cas est un peu inutile, mais je ne vais pas te demander de te présenter trop vite, trop frontalement. Qui est Manuel Bompard, c'est précisément ce qu'on va tenter de décortiquer tout doucement au cours de cet échange. Je me demandais, quand tu prends le TGV pour retourner à l'Assemblée nationale ou à Marseille, est-ce que tu gardes quelque chose de ce passé ouvrier de la vallée de l'Ondaine, de Michel Rondet, de ces premiers syndicats des travailleurs du sous-sol, de la fusillade des brûlés, enfin de ces manifestations qui se sont très mal passées et qui ont fondé l'identité de ce territoire? J'essaye de porter à travers un engagement politique, une parole à l'Assemblée nationale, aussi quelque chose de notre histoire. Et notre histoire, c'est l'histoire effectivement ouvrière, qui résonne aussi en moi, puisque moi il se trouve que je suis né à Firminy, que j'ai une partie de ma famille qui est originaire de la région stéphanoise. J'ai un grand-père qui était mineur à Saint-Étienne. Donc j'ai gardé aussi bien évidemment cette partie-là, et puis elle se croise aussi avec une circonscription à Marseille sur laquelle je suis élu, qui est une des circonscriptions les plus pauvres de France, avec aussi une population qui est la population des gens dont on parle jamais, dont on considère que finalement ils n'existent pas sur la scène politique. Ceux qui ne sont rien, on dit. Ouais, c'est ça, c'est ce que dit M. Macron, qui on ne voit pas à la télévision, qui sont les invisibles en vérité. Donc moi je pense effectivement, mais pas tout seul, avec mes collègues députés de la France Insoumise, que un de nos rôles, une de nos fonctions, c'est d'essayer aussi de faire voir la France qu'on ne voit jamais. Et cette France, c'est en particulier effectivement cette France ouvrière. Donc j'essaye d'emporter toujours une partie et de l'avoir en tête dans nos interventions, dans nos discours. Je crois que c'est important de le faire. Fondamentalement, ça manque à ce népotisme des classes dominantes qui ne savent plus du tout qui est ce pays, ce peuple, ces gens qui travaillent. On a quand même l'impression qu'ils sont totalement hors sol. Oui, en tout cas, nous, c'est l'impression qu'on ressent en fait dans les débats parlementaires. Le plus bizarre ou le plus frappant, finalement, dans les débats, c'est de se dire, mais en fait, ils sont sincèrement convaincus de ce qu'ils disent, parce qu'en fait, ils connaissent une France qui n'est pas celle que nous connaissons nous. Je me rappelle, là, on est dans le débat depuis plusieurs semaines sur le budget à l'Assemblée nationale, et on a un ministre qui, à chaque fois qu'on propose
mettre en place une taxe sur les plus riches, on avait proposé une taxe sur les 147 milliardaires. Il dit, mais imaginez le signal que vous allez envoyer. Et à un moment, on lui dit, mais et vous imaginez le signal que vous envoyez quand vous augmentez les factures d'électricité? En fait, c'est un impensé pour eux. C'est quelque chose qui n'existe pas dans leur grille de lecture. Et c'est assez flagrant, finalement, dans les débats. Il y a toute une partie de la France qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils ne la connaissent pas, parce qu'ils ne la fréquentent pas, parce qu'ils n'en sont pas issus, parce que pour eux, elle n'existe pas, tout simplement. Donc oui, bien sûr, que je pense qu'une de nos missions, un de nos rôles à l'Assemblée nationale, c'est de faire rentrer cette partie de la France qui sinon n'existe pas. Alors parfois on le fait avec, ça nous est reproché, avec des mots, avec une certaine radicalité, mais elle porte aussi, je pense, la radicalité ou la colère ou la souffrance qui existe aussi dans cette partie de la France, tout simplement. On reparlera de cette radicalité dans les rapports que notamment la France insoumise entretient avec la social-démocratie en général. Il se passe quelque chose à cet endroit-là quand on voit les élections américaines, et c'est évident qu'il y a quelque chose à comprendre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc sache que ici tu ne comptes pas d'ennemis, tu n'es pas obligé de te défendre, et donc on peut imaginer un échange paisible. C'est rare. Mais oui, je sais que c'est rare parce que, en fait, comme tu n'as pas encore écrit, à ma connaissance, je n'ai réussi à trouver que des échanges comme ça avec la presse mainstream, et c'est vrai que toujours dans une posture défensive parce qu'il t'attaque tout le temps, et que je me demandais justement qui est Emmanuel Bompard. Je ne sais pas par où on commence, mais je le fais de temps en temps et j'aimerais bien commencer par là. On pourrait commencer par cette crise de 29, où là on comprend que le capitalisme est une fiction politique qui ne tient pas, qui est vouée donc à s'effondrer. Elle va s'effondrer, elle va emporter avec elle l'Europe, qui ne va pas réussir du tout à résister à ce métabolisme, et le réflexe qu'on a eu à l'époque, et on n'est plus très loin d'avoir un peu le même, c'est de trouver un bouc émissaire coûte que coûte. On en a trouvé un. On sort de cette période extrêmement mal à l'aise. Évidemment, on a beaucoup collaboré avec le Troisième Reich. Et donc voilà, pour se libérer de cette culpabilité, on va offrir à Israël un territoire. C'est magnifique comme idée. On leur a pas donné l'Alsace-Lorraine, ni un canton suisse, ni un bout de l'Allemagne, pas du tout. On va trouver un territoire où ça nous arrange et où il y a quand même déjà enfin voilà, ça vient pas tout à fait de nulle part, mais depuis c'est une guerre coloniale féroce, et Israël ne se contente pas malheureusement de rester dans les frontières qui avaient été définies. Ce sont des prédateurs territoriaux puissants, violents. Comment tu imagines sortir de ce piège? Comment ils vont y arriver? C'est clair que ça doit être une priorité, et c'est clair que ça nécessite un rapport de force, et c'est clair qu'aujourd'hui ce rapport de force vis-à-vis du gouvernement de Netanyahou n'existe pas. Donc je ne dis pas que la France seule pourrait régler tous les problèmes. On pourrait le dire, mais ça correspondrait sans doute pas à la réalité. Mais on pourrait quand même se poser la question de savoir comment la France enclenche un mouvement, est à l'origine d'initiatives. Et là, le sentiment qu'on a sous les yeux depuis des mois et des mois, c'est, si on est gentil, une passivité totale, si on est un peu plus réaliste, une forme de complicité. Parce que, d'abord, il y a l'absence totale d'initiative, il y a les condamnations molles, mais ça il y a vient les mots, d'où? il y a les phrases, et puis il y a la criminalisation, parce que tout ça va ensemble. Et il y a la criminalisation des voix de la paix, des voix qui disent stop, ça doit s'arrêter, et qui immédiatement sont considérées en France comme des adversaires, comme des ennemis. Moi, je trouve qu'on a assisté depuis maintenant plusieurs mois à une forme de macartisme politique, c'est-à-dire de chasse à ceux qui sont pointés du doigt comme étant les ennemis de l'intérieur. Alors, nous, la France Insoumise, on en fait partie, mais c'est pas seulement sur nous que s'est abattue cette forme de répression totale, c'est toutes les voies en fait de la paix et tous les instruments qui ont été utilisés, les interdictions administratives de manifester, les convocations au commissariat, le dévoiement
et ça a été dit par, y compris des juges, des magistrats, qui disent le dévoiement du motif d'apologie de terrorisme, qui est devenu en fait une manière maintenant de pouvoir aller attraper n'importe qui à peu près à n'importe quel moment, la stigmatisation médiatique, la stigmatisation politique, l'instrumentalisation par le politique de la justice, on a tout vu en fait, on a assisté à tout. Donc tout ça pour dire, je pense qu'il y a un continuum entre ces différentes actions, c'est-à-dire là, le refus d'engager toute forme de rapport de force, la diabolisation, la répression des voies de la paix, tout ça en vérité dessine quelque chose, et ce que ça dessine, c'est effectivement une forme de complicité. Je crois que comment on en sort en créant les conditions de ce rapport de force, et on a des mesures concrètes qu'on peut mettre sur la table pour ça. C'est la question de l'embargo sur les armes, c'est la question de la reconnaissance officielle de l'État de Palestine, c'est la question des sanctions économiques. C'est quand même incroyable que quand Poutine attaque l'Ukraine, viole le droit international, il n'y a pas de débat sur ce sujet. L'Union européenne dit on va infliger des sanctions économiques à Poutine et à ses amis, mais quand Netanyahou multiplie les violations du droit international, on n'est pas capable de dire stop, les sanctions économiques, et puis ce qu'on appelle l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, ça, les gens ils le savent pas toujours, mais cet accord d'association entre l'Union européenne et Israël, c'est un des accords les plus intégrés en fait, c'est-à-dire que globalement c'est un peu comme si Israël participait du même espace de libre-échange que l'Union européenne. Et dans cet accord il y a une clause de respect des droits humains, c'est-à-dire cet accord ne vaut que si on considère que les deux parties respectent les droits humains. Personne ne peut dire qu'aujourd'hui Israël respecte les droits humains, mais personne, ça ne semble poser de problème à personne qu'on continue à commercer avec Israël dans ces conditions. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des leviers si vous voulez à employer, à utiliser. Je ne dis pas qu'automatiquement ça va résoudre tous les problèmes, mais il y a des leviers. Et après, les choses elles bougent quand même. Quand la Cour pénale internationale, c'était ce jeudi, quand la Cour pénale internationale délivre des mandats d'arrêt contre Netanyahou en particulier, c'est quand même quelque chose de fort et d'important. Alors ça résoudra là aussi pas tous les problèmes, parce que les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale, etc. Mais du point de vue du rapport de force, c'est important. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est que tout le monde sait qu'il y a eu des pressions majeures, puisque le procureur de la CPI avait dit il y a maintenant plusieurs mois qu'il voulait délivrer des mandats d'arrêt. Il y a eu des pressions majeures qui ont été exercées sur la Cour pénale internationale pour que ces mandats d'arrêt ne soient pas délivrés. Le fait qu'ils soient délivrés, en vérité, est quand même déjà aussi un signe que les choses bougent à l'échelle internationale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je considère que la France fait une erreur, bien sûr morale, une faute morale, mais elle fait aussi une erreur géopolitique en fait, parce qu'elle s'isole de ce qu'on appelle parfois le Sud global, qui en vérité est en train de se radicaliser contre ce qu'on appelle parfois, moi j'aime pas ce terme, l'Occident, tout simplement parce qu'ils se disent mais on a construit une architecture de droit international, dites-nous si finalement cette architecture elle vaut pour tout le monde, sauf pour les pays considérés comme étant les pays du bloc occidental, parce que dans ce cas-là ça s'appelle plus du droit international si c'est à géométrie variable. Et la France elle pourrait justement jouer un rôle qui est un rôle pivot dans la recomposition géopolitique mondiale, c'est-à-dire être en lien avec les pays du Sud pour dire oui il y a une architecture de droit international qui doit s'appliquer. En plus de la faute morale, on loupe cette occasion. Et la France, qui avait plutôt une voix qui était identifiée avant, même si ce n'était pas parfait, comme une voix singulière sur cette question du Moyen-Orient, jusqu'à Chirac, on va dire. Après, ça a commencé à se dégrader. Encore une fois, il y avait plein de reproches qu'on pouvait faire à la position de la France par ailleurs. Mais au moins, elle avait sur ce sujet, elle était identifiée comme ayant une voix un peu singulière. Voilà, on voit bien que maintenant, on est considéré... avant les manifestations, elles se faisaient devant l'ambassade des États-Unis. Maintenant, les manifestations, elles se font devant l'ambassade de France. Franchement, c'est pas une fierté. Voilà, donc je pense qu'on peut bouger les lignes par des mesures politiques, par une pression populaire, par des manifestations, par une bataille des consciences qu'on est en train de gagner. Moi, je considère qu'on est en train de gagner la bataille des consciences. Je pense qu'une majorité du peuple français n'accepte pas ce qui se passe là-bas. Mais il y a une telle répression que c'est difficile de l'exprimer. Et je pense qu'on peut y arriver, mais bien évidemment, chaque jour qui passe est un jour de trop sur ce sujet. Et après, la position de sortie, là, il peut y avoir des débats. Et il y a des débats. Mais qu'est-ce qui nous tétanise? Qu'est-ce qui fait que nos dirigeants ne prennent pas position quand même? C'est la suprématie blanche qui est derrière ça? Non, d'abord, je pense qu'il y a une partie de ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire une forme de culpabilité. Oui.
lié à l'histoire de la Shoah et dans lequel effectivement c'est normal qu'on ait une culpabilité parce que c'est nos trains qui on a une Pologne, responsabilité. Mais il y a une part de ça, et puis il y a quelque chose de beaucoup plus basique qui est l'incapacité de nos dirigeants à penser une position internationale qui ne soit pas derrière les chars de l'impérialisme américain. Moi, je pense qu'il y a une partie de très... En gros, ça s'est vu d'ailleurs depuis des mois et des mois. Dès que, à l'époque, Biden hausse le ton, Macron hausse le ton. Dès que Biden baisse le ton, Macron baisse le ton. Or, la France, elle n'a pas vocation à être alignée sur les positions diplomatiques des États-Unis. Donc je pense qu'il y a cette partie-là, et cette partie-là, elle s'explique pour des raisons, bien évidemment, économiques, culturelles, et encore une fois, un impensé des évolutions géopolitiques mondiales, c'est-à-dire cette idée qu'on est encore dans un moment de domination de l'Empire américain, et que pour nous, il vaut mieux être collé à celui qui domine. Et c'est absurde, parce qu'en vérité, tout le monde sait qu'on est tout ça est en train de se reconfigurer, qu'on va vers un monde multipolaire, et que donc en fait il vaut mieux être non aligné et pouvoir discuter avec tout le monde que d'être aligné derrière une puissance en particulier. Voilà, je pense que c'est tout ça qui explique, mais c'est vrai que c'est incompréhensible. Tu irais pas jusqu'à une suprématie blanche, globalement? Ah, je ne sais pas si j'utiliserai ce terme, mais non, je pense que... c'est moi qui prends le risque. Je pense que... Moi, c'est pas dangereux pour moi. Non, mais... je pense qu'il y a aussi une question je dirais plutôt les choses comme ça, du refoulé colonial. Ça oui, je pense que oui. D'ailleurs, en fait, à travers l'absence ou le fait de considérer finalement que le peuple palestinien a une culpabilité, sa culpabilité principale pour une grande partie de la classe politique en France, c'est que ce sont des Arabes à grande majorité musulmans. Bon, voilà. Donc si, bien sûr qu'il y a ça. Et à travers ça, il y a la question là aussi d'un impensé ou d'un refus d'avoir un retour critique sur l'histoire coloniale de la France. Ça, j'en suis convaincu. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose que nos adversaires n'ont pas compris, parce que quand dans la campagne des élections européennes, nos adversaires nous ont dit vous ne parlez que de la Palestine, vous ne parlez que de Gaza, c'est pas le seul sujet de l'européenne, etc. Moi, je disais aux gens, mais vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est que pour plein de gens en France, en fait, Gaza ou la Palestine, ça les indigne pour ce qui se passe là-bas, mais ça résonne aussi sur leur place à eux dans la société française. Simultanément, notre capitalisme s'effondre, ça devient de plus en plus difficile d'arriver à tenir. Sur le plan écologique, c'est un fiasco. Sur le plan moral, c'est un effondrement moral. Aujourd'hui, on apprend incidemment 80 morts, 100 morts noyés sur des bateaux qui arrivent de Libye. Ça n'a aucune importance, ça n'existe plus. Il y a un vrai effondrement à tous les niveaux. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on retrouve ce réflexe qu'on a eu dans les années 30, c'est qu'on trouve des boucs émissaires et que finalement le Palestinien, ça ressemble un peu à nos boucs émissaires qu'on pourrait essayer de trouver en Europe. En Italie, un peu partout. Enfin... Bien sûr, le Palestinien, c'est en gros, pour des gens qui réfléchissent... En plus, c'est absurde, hein, parce que parmi les Palestiniens, il y a des chrétiens. Non, mais pour eux, le Palestinien, c'est le musulman, et le musulman, c'est l'immigré, et l'immigré, c'est celui qui vient prendre votre travail. Ça, c'est leur raisonnement. Mais comme on est dans ce discours-là, dans ce narratif, il y a une espèce de transposition malsaine, mal foutue qui est là. Bien sûr, non, moi je suis d'accord avec cette vision des choses. J'ai été stupéfait, par exemple, du fait... ça s'est pas trop vu, mais quand mon collègue de l'OGU brandit le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, moi ce qui m'a stupéfait, c'est la violence, la haine de la réaction des bancs en face. Mais vraiment, ça m'a glacé le sang. C'est-à-dire, je rappelle juste qu'il a brandi le drapeau palestinien. Alors on peut me dire, il faut pas brandir des drapeaux, etc. Mais on avait l'impression, franchement, qu'il avait brandi l'insigne d'Al-Qaïda. La réaction en face était une réaction d'une violence et d'une agressivité, d'une bestialité qui, franchement, faisait froid dans le dos. C'était de la rage, de la haine. Je veux dire, son geste était un geste au contraire d'humanité, de paix, voilà. Mais c'était comme si il avait osé brandir ce drapeau dans l'enceinte sacrée de l'Assemblée nationale. Pas celui-là, pas ce drapeau-là. Ce drapeau-là, c'est celui, pour aller vite, selon eux, des islamistes, des terroristes, des machins. On parle du peuple palestinien, là. Donc, je pense qu'il y a un durcissement, par ailleurs, autour de la question palestinienne.
Et on voit comment, par exemple, l'extrême droite a changé d'ennemi, d'adversaire historique. C'est très clair. Ils ont tout passé sur la figure du musulman et ils essayent de se considérer comme étant les... Elle l'a dit d'ailleurs, Marine Le Pen, elle a dit nous avons toujours été pro-Israël, nous avons toujours été... Voilà. Mais là aussi, ça fait froid dans le dos, bien sûr. Est-ce que la Palestine arrivera à avoir un pays un jour ? Tu as l'impression que cette idée gagne du terrain quand même. Tu as le sentiment qu'on arrive, à peu près tout le monde arrive à se dire sans ça, c'est perdu, on ne peut pas y arriver. Moi, d'abord, il faut savoir, je le dis, je suis un éternel optimiste. Donc, c'est mieux pour un homme politique. Je crois. C'est mieux, il faut faire attention de ne pas perdre non plus contact avec les difficultés et la réalité. Disons que je préfère... dire comme Gramsci qu'il faut allier l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. Ça me va bien. Mais moi, je suis quand même un optimiste d'abord. Et donc, je pense quand même, ou j'ose croire, j'espère penser, on va dire, que cette séquence, aussi dramatique soit-elle, produit aussi dans l'opinion publique mondiale un mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, et que dans l'opinion publique mondiale, moi je considère que la bataille est gagnée. D'ailleurs, je trouve le durcissement des États-Unis, d'Israël. On parlait de la Cour pénale internationale. Quand Netanyahou n'a plus que pour réponse au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, que c'est les procès de Dreyfus et que la CPI est antisémite, il y a un côté, on a presque envie d'en rire, alors que c'est dramatique, mais ça montre aussi qu'il n'y a plus rien. Je veux dire, ils sont nus, quoi. Le sujet, tout le reste a été enlevé. Là maintenant, c'est clair. Donc, je pense que ça ne peut pas durer. Maintenant, ce qui leur permet de tenir, c'est une complicité active des puissances occidentales. C'est une architecture du droit international qui donne une primauté aux puissances occidentales, c'est le droit de veto à l'ONU. Mais oui, moi j'espère que le plus rapidement possible cet État puisse voir le jour. Alors après, il peut y avoir un débat de savoir si aujourd'hui la solution à deux États, d'un point de vue perspective à long terme, est une solution viable. Et là c'est pareil, c'est un sujet sur lequel c'est pour ça que j'en parle là, parce que vous ne pouvez pas parler de ce sujet dans les médias, parce que ce qui est absurde, j'en profite pour le dire, il y a des gens, moi c'est pas ma position, la position officielle de la France insoumise c'est 2 États, retour aux frontières de 1967, mais il y a des gens qui disent qu'il faut un seul État binational. Quand vous défendez ça sur la place publique, qui est une position qu'on a le droit de défendre, on vous dit vous êtes pour la destruction de l'État d'Israël, mais les gens qui proposent un seul État, ils ne proposent pas de mettre de côté le peuple qui constitue aujourd'hui l'État israélien. Il propose d'avoir un État binational dans lequel chacun est respecté, dans lequel il y a une égalité entre tous les citoyens. Je veux dire, c'est pas un projet de violence, c'est pas vrai. Donc bon, moi, notre position, c'est celle qui s'appuie sur le droit international, parce qu'on considère que on a au moins ce point d'appui possible, même aussi fragile soit-il, c'est de dire, bon, le droit international, il dit qu'il doit y avoir 2 États, c'est les frontières de 1967. Les gens ne le savent pas, parce que ça a très peu été médiatisé. Mais au mois de juillet de cette année 2024, il y a eu un avis de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, c'est une des instances internationales les plus importantes. En gros, la Cour pénale internationale, c'est celle qui peut juger des individus pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. La Cour internationale de justice, c'est celle qui règle des différends entre États. La Cour internationale de justice, d'abord, a dit que la colonisation en Cisjordanie était illégale du point de vue du droit international. Et la Cour internationale de justice a dit que Israël violait la Convention sur la prévention du crime d'apartheid. Là, c'est une décision de la Cour internationale de justice de juillet. Ensuite, et ça les gens ne le savent pas, au mois de septembre, il y a eu un vote aux Nations Unies, en Assemblée Générale des Nations Unies, un vote qui a dit Israël a 1 an pour se retirer des territoires en dehors des frontières prévues par le droit international en 1967. En mois de septembre, l'ONU a dit Israël a 1 an pour se conformer au droit international. Personne n'en a entendu parler, j'imagine, parce que personne n'en a parlé. Mais c'est une décision historique, super importante. Voilà, moi j'ai de l'espoir que les choses bougent. Et j'ai la faiblesse de penser que si on arrivait à dégager la clique au pouvoir en France, je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes sur la scène internationale,
mais ça faciliterait le fait de trouver un chemin vers la paix. Certainement, oui. D'une suprématie à l'autre, d'un chemin pour la paix qui se ferme à l'autre, nos amis outre-Atlantique ont une drôle d'idée, cette volonté de remettre Trump au pouvoir. Alors ça a une conséquence directe évidemment sur ce dont on parle. Ça interroge, je trouve, beaucoup la social-démocratie quand même. Parce que comment ils ont fait pour être aussi mauvais ? Parce qu'ils ne sont pas un peu fait battre, en fait. C'est un raz-de-marée contre eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Qu'est-ce que la social-démocratie ne comprend jamais ? Je pense qu'elle ne comprend pas que dans la bataille politique, si on veut gagner, il faut d'abord chercher à mobiliser ses électrices, ses électeurs, à mobiliser le peuple, à mobiliser ceux qui ont intérêt à son projet, plutôt que d'essayer d'aller faire de la politique sur le terrain des autres. Il y a eu toute une partie de la campagne de Kamala Harris qui s'est fixé un objectif qui était de dire il faut qu'on s'adresse aux républicains modérés. C'est-à-dire cette illusion que, en quelque sorte, la bataille politique se gagne au centre. En fait, c'est une illusion. Oui, il y a le problème en France. Le même problème en France. Et en fait, ça, là, c'est très intéressant. L'exemple américain est très intéressant à analyser. C'est parce que, en gros, Trump fait à peu près le même nombre de voix que la dernière fois, mais Kamala Harris fait des millions de voix en moins que ce qu'a fait Biden la dernière fois. Donc le sujet, c'est pas que Trump ait progressé. Trump n'a pas progressé. Trump, il a mobilisé son électorat de la même manière que la dernière fois. Le sujet, c'est que Kamala Harris a eu son électorat démobilisé par rapport à la dernière fois. Et donc, ils se sont dit, oui, on va aller convaincre les électeurs qui ont voté Trump la dernière fois, mais modérés, en leur disant, vous voyez, Trump, il est vraiment trop excessif, vous n'allez pas voter pour lui. Ils ont fait des sondages, après ça vaut ce que ça vaut, mais des sondages post-électoraux, je crois que, de mémoire, 94% des électeurs de Trump de la dernière fois ont voté Trump cette fois. Donc le résultat, c'est zéro, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Par contre, si vous ne mettez pas sur la table des projets de transformation sociale ambitieux, de rupture, si vous ne vous distinguez pas sur la scène internationale, on vient de parler de la situation à Gaza, et en gros, vous restez dans la même politique d'accompagnement de ce que fait Netanyahou. Si vous n'assumez pas la lutte antiraciste contre l'extrême droite et que vous courez derrière les sujets que l'extrême droite et la droite radicale met sur la table pour saturer le débat public, ça a été le cas dans la campagne américaine sur l'immigration, où Kamala Harris, elle reprenait des éléments du discours de Trump en disant oui, il faut qu'on renforce notre politique de répression vis-à-vis de l'immigration illégale, etc. Mais à la fin, bon, d'abord, ceux que vous pensiez convaincre, ils préféreront toujours l'original à la copie, c'est quand même un principe de base. Et par contre, ceux qui ne sont pas d'accord, parce que ceux qui veulent en fait qu'on leur présente un projet alternatif, pas le même avec un peu moins d'horreur, bah ceux-là, au bout d'un moment, ils ne se mobilisent pas. C'est manifeste, il y a des villes, il y a des communes, en particulier dans la banlieue, sur des banlieues de la région des Grands Lacs, là où il y a des communes où Biden avait fait 80% des voix la dernière fois, et où cette fois, c'est Jill Stein, la candidate ELV, qui fait 35%, enfin ELV, c'est pas ELV écologiste, oui, je dis ELV parce que ELV c'est les écologistes en France, qui fait 35%, et Kamala Harris qui fait 20%. Moi, la conséquence que j'en tire, c'est une campagne, ça ne se gagne pas en triangulant sur les positions politiques des autres. Voilà, une campagne, ça se gagne si vous mobilisez le peuple, et le peuple, il est intelligent, vous le mobilisez quand vous lui donnez des perspectives de transformation. Vous ne le mobilisez pas juste en disant les autres sont plus méchants et nous on va faire à peu près pareil qu'eux mais sans leurs outrances. Ça c'est nul, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Même nous en France, on fait que ça. C'est quand même, c'est le PS entre guillemets, même si ça bouge, même si Olivier Faure apporte d'autres choses, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais... Enfin, la notion de gauche radicale ne peut pas s'entendre pour le moment encore. Alors ça commence... Ouais, je trouve quand même que... Ça a avancé, oui, ça a bougé. Ça a bougé. Par ailleurs, malgré après tout ce qui s'est passé, toutes les imperfections, si vous regardez un peu l'histoire de France, la gauche n'a gagné que quand elle était sur un projet qui était un projet de transformation radicale. Après, qu'il y ait eu des problèmes, que ça n'ait pas été mis en œuvre comme ça, c'est certain. Mais la victoire de 80, elle se fait sur un programme qui est un programme radical. L'arrivée au pouvoir de Jospin
après la dissolution de l'Assemblée nationale, elle se fait sur un projet de transformation, il y a les 35 heures, etc. Et même d'un certain point de vue, et ça me fait mal de le dire, mais la victoire de Hollande en 2012, si elle se fait parce que dans la campagne, Hollande dit « mon ennemi c'est le monde de la finance », etc. Après il fait l'inverse. Oui, ça, on se doutait qu'il ferait l'inverse. C'est vrai, mais ce qui lui permet à un moment dans la campagne de prendre la main et de gagner, les gens se disent bah, « ah, peut-être que ça va changer ». C'est la pire des choses, il nous donne un espoir. C'est pire. C'est la pire des choses qu'il peut faire. Je suis d'accord, mais du point de vue du diagnostic oui, de à quel moment la gauche a pu gagner en France, elle a gagné quand elle a assumé ses positions radicales, sans forcément s'appeler gauche radicale, parce que moi je fais toujours attention, parce que je sais bien quelle est la stratégie de nos adversaires. La stratégie de nos adversaires, c'est de dire, vous voyez, un spectre politique, il y a ceux qui sont à l'extrémité d'un côté, ceux qui sont à l'extrémité de l'autre. Donc comme ils sont à l'extrémité, par définition, ils ne sont pas raisonnables. Et puis, ceux qui sont au milieu, c'est ceux qui sont raisonnables. C'est toute la stratégie. Donc moi, j'essaye d'éviter les termes qui nous positionnent aux marges du spectre Alors que politique. c'est juste radical dans le sens de la racine. C'est clair. Oui, Radical, c'est radicalité, aller chercher les problèmes à la racine. Non, mais moi, j'assume la radicalité, mais j'essaye d'éviter. Je vois bien la manière de nous dire extrême gauche, pour nous positionner à l'extrémité, après dire ils sont pas raisonnables. Je pense que ce qu'on défend, il a une centralité populaire en vérité. Bref, tout ça pour dire, oui, je pense qu'en France, comme aux États-Unis, la gauche, elle gagne quand elle assume ses positions et quand elle occupe sa fonction historique, c'est-à-dire rompre avec le capitalisme, ça veut dire changer en profondeur la répartition des richesses, changer en profondeur la position et les rapports de force à l'échelle internationale. Si vous ne faites pas ça, vous ne servez à rien, les gens ils vous le disent, si vous ne servez à rien, autant que l'autre il passe. Est-ce que les rapports, la grande géopolitique, si Trump lâche, est-ce qu'on peut espérer aussi, malgré tout, que le fait que Trump ait été réélu isole un peu, ou du moins crée une sorte de frontière un peu symbolique entre cet Occident donc américain et l'Europe? Est-ce que l'Europe pourrait utiliser ça comme une chance de retrouver une identité internationale? En fait, je pense qu'on a déjà la réponse à la question. C'est-à-dire, on aurait pu penser que oui. En vérité, dès que Trump a été élu, un certain nombre de dirigeants de pays de l'Union européenne font la course pour savoir qui est le premier qui va pouvoir aller se mettre sous la protection des États-Unis. Donc, moi, je crois peu, je l'assume à ce stade, à une homogénéité à l'échelle de l'Union européenne d'une position internationale alternative. Je crois que par contre, je pense que la France, pas toute seule, mais la France peut assumer une forme d'indépendance, de non-alignement. Et encore une fois, le non-alignement, ça c'est pareil, c'est une caricature du débat médiatique et politique en France. C'est-à-dire que si vous dites il faut arrêter d'être aligné sur les intérêts américains, on vous dit vous êtes pro-russe, vous êtes pro-chinois. Non, mais le terme non-aligné, il dit assez précisément les choses. Si je suis non-aligné, c'est que je propose d'être non-aligné, c'est-à-dire ni aligné sur les uns, ni aligné sur les autres. Mais ça, c'est un courage politique qu'il faut avoir. Et on peut dire pour le moins, ce qu'on appelle l'Europe, qui, on sait ce que c'est, en fait, est quand même pas très courageuse politiquement. C'est vrai, mais la vérité, c'est que si on le fait pas, on sera emporté par le déclin de l'Empire américain. Parce que... au lieu de jouer un rôle qui est un rôle pivot qui permet de dire il y a des puissances émergentes, nous, je dis pas qu'il faut dire demain c'est nos adversaires, les Américains, je dis juste on est une puissance qui a des intérêts propres, une vision propre du monde et qui discute avec les uns, les autres et qui essaye de faire travailler sur la base de règles, du droit international, de faire progresser cette architecture-là qui est importante. Mais vous ne le faites pas en disant, dès que les États-Unis disent blanc, on va dire blanc, et dès qu'ils disent noir, on va dire noir. Donc, oui, parce qu'on aurait une vision particulière européenne, j'en doute presque un peu là maintenant. Non, je pense qu'on l'a perdu. Ouais, je crois qu'on l'a pas. Moi, je ne sais même pas si on l'a déjà eu en fait. On a eu peut-être à un moment une vision française, un peu indépendante, une vision européenne. La vérité, c'est que dans l'Union européenne, vous avez par exemple, et on peut le comprendre en raison de leur histoire, des pays qui sont très atlantistes parce qu'ils ont été sous la coupe et la domination de l'Union soviétique et qu'ils en sont sortis avec un rapport qui est un rapport très distant qui les a tout de suite précipités dans les mains de l'Empire américain.
Et donc, avec eux, ça sera dans un échéance à court terme ou moyen terme totalement impossible d'imaginer avoir une position diplomatique sur une position diplomatique commune. Non, mais j'ai beaucoup entendu après l'élection de Trump, l'Union européenne doit maintenant s'affirmer comme une puissance. Et j'ai vu qu'une semaine après, chacun faisait la course pour savoir qui est le premier qui allait pouvoir avoir la bénédiction des États-Unis. Donc je me suis dit, bon, je pense que ça s'appelle un vœu pieux. Dans cette grande géopolitique planétaire, il y a l'Ukraine avec ses territoires partiellement russophones. Qu'est-ce qui peut se passer de raisonnable ? Je pense qu'on est à un moment carrefour. Et dans un moment carrefour, il peut se passer le meilleur comme le pire. Meilleur, on parle de guerre, mais du point de vue de l'avenir en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que dans ces moments carrefour, vous avez donc il y a l'élection de Trump qui a dit que de toute façon il allait se désengager du soutien en Ukraine, et Zelensky qui dit il faut la paix par les voies diplomatiques en 2025. Donc ça c'est un aspect d'un certain point de vue ce que dit Zelensky positif, parce que ça veut dire qu'on peut voir peut-être une sortie. Mais en même temps, et précisément, et c'est pas un hasard à ce moment-là, parce qu'on s'approche sans doute de l'imminence d'une ouverture de négociation, on est à un moment où chacun essaye d'avoir la prise d'avantage finale décisive, parce que, vous savez, une négociation, elle s'ouvre sur le rapport de force issu du rapport de force militaire. Donc, il y a l'Ukraine qui a utilisé des missiles de longue portée pour frapper le sol russe en profondeur, les Russes qui ont répondu en envoyant un missile. Donc, je trouve qu'on est à la fois dans un moment où on se dit « Ah, peut-être qu'il peut y avoir une sortie », et en même temps, attention, parce que le moment où peut-être il peut y avoir une sortie est le moment où il peut y avoir une escalade de dernière minute, quelque chose d'incontrôlé, un truc de désespoir, parce qu'on sent bien que la situation sur le terrain militaire est difficile pour l'Ukraine, qui dit bon, on va tenter un coup de dernière minute pour rentrer en force à la table des négociations. Donc moi je pense que ça nécessite une vigilance extrême dans nos réactions, parce qu'on sait bien, on parle d'une puissance nucléaire, comment les choses peuvent, l'escalade peut aller très vite, et puis ça nécessite... Et là, pareil, c'est un sujet là aussi sur lequel Macron est complètement à la ramasse. C'est-à-dire que sur la scène politique nationale, il fait des grands discours, il a même dit qu'il fallait envoyer des soldats, tout ça n'avait aucun sens. Et par contre, il se laisse devancer, c'est les Allemands aujourd'hui qui discutent avec Poutine et qui peut-être peuvent être ceux qui sont à l'initiative d'une initiative de paix. Donc la France, son rôle historique, ça aurait été de dire on va essayer de créer les conditions d'un accord de paix. Et moi, je pense qu'on doit fixer un certain nombre de conditions. En fait, on l'a dit depuis le début, on nous a rayonné, on nous a dit qu'on était pro-Poutine parce qu'on disait ça. Parce qu'on a dit qu'il faut des conditions et des garanties de sécurité collective. Quand on dit ça, ça veut dire oui, la Russie aussi. Bah oui, la Russie aussi. Mais bien sûr, l'Ukraine doit avoir des garanties de sécurité. D'ailleurs, la paix, et la paix, c'est des garanties de sécurité. Ça veut dire comment vous construisez une architecture de solidarité qui fait que vous garantissez à l'Ukraine qu'il n'y va pas y avoir une nouvelle guerre dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais il faut aussi des garanties de sécurité pour la Russie, c'est-à-dire ils font la paix et vous garantissez qu'il ne va pas y avoir des tentatives de déstabilisation à la frontière russe. Bon, voilà. Et puis après, il y a la question des territoires qui sont des territoires disputés, on va utiliser ce terme-là, c'est-à-dire que ce sont des territoires qui, en termes de droit international, sont ukrainiens, que les choses soient claires, mais dans lesquels, avec bien évidemment une action de la Russie sur ce sujet, mais il y a une partie de la population qui considère que leur attachement à l'Ukraine ne va pas forcément de soi. Bon. Moi, je pense que sur ce sujet, c'est la position que nous, on a toujours défendue à la France Insoumise, c'est de dire s'il doit y avoir dans les négociations de paix une discussion sur le statut de ces territoires, ça ne peut pas se faire sans un référendum des populations concernées, sous l'égide des organisations des Nations Unies et pas sous l'égide d'un pouvoir qui après inventera le résultat qu'il veut. Voilà, je pense qu'on peut créer comme ça, on peut poser des conditions, on peut essayer d'être un facteur de paix pour faire en sorte que cette guerre s'arrête le plus rapidement possible, parce que c'est clair que c'est un drame qui charrie des dangers, des risques, il y a des réacteurs nucléaires et puis des milliers de morts. Comportement aussi de Poutine qui est un peu insaisissable pour nous. On connaît nos dirigeants avec tous leurs défauts, mais lui en a d'autres qui sont parfois un peu... Enfin, il ne rassure pas. Il est un peu irrationnel. Enfin, on a peur qu'il soit irrationnel au-delà de ce qui est raisonnable. Et puis il faut dire la violation d'une frontière, c'est inacceptable. C'est une ligne rouge de franchie qui ne peut pas être acceptée.
Et puis on sent bien que les grandes guerres sont toujours déclarées sur des premiers conflits qui s'escaladent d'un seul coup, des jeux d'alliance qui mondialisent le conflit, donc il faut être d'une vigilance extrême. L'instabilité partout. Elle est totale, elle est internationale, elle est écologique, on en a parlé, il suffit de voir les inondations. Oui, on va en parler. On pourrait revenir en France, oui, pour parler de ça. Donc, ce système néolibéral planétaire maintenant, parce que c'est comme une fiction politique qui a mangé toute la planète, évidemment, une de ses caractéristiques, c'est de dévorer les écosystèmes qui sous-tendent cette fiction, et on est allé de toute évidence beaucoup trop loin. Et aujourd'hui, c'est vrai que la survie même de l'espèce est remise en cause. Antonio Guterres pense qu'à un siècle, il n'y a peut-être plus d'humains sur cette terre, et on dévore avec ça tout le règne animal, tout ce qu'on appelle entre guillemets nature, et c'est un mot compliqué. Est-ce qu'en France, on a pris la mesure de ça ? Dans la population... En tout cas, dans une partie de la population, oui, je pense. Dans la classe politique, clairement, non. C'est-à-dire que dans la classe politique, tout le monde a compris qu'il fallait en parler, parce que si on n'en parlait pas, mais personne, à mon avis, ou très peu de monde, en tire les conclusions politiques. C'est-à-dire que l'écologie, ça ne peut pas juste être un chapitre d'un programme, une couleur verte qu'on met sur quelques mesures pour faire croire que... C'est un rapport au monde, oui. C'est un rapport au monde, et donc, dans un programme politique de transformation de la société, en fait, ça doit être le cœur. Toute l'économie doit être organisée autour de ça. Et je pense que personne ne donne à la dimension de la transformation écologique de la société réellement son poids et sa centralité. Donc non, je pense qu'on n'a pas... Et là, on parle d'un budget... ou quand il faut faire des coupes budgétaires, ce qu'on vient couper, c'est la culture. C'est la culture, mais c'est aussi la rénovation thermique des logements. On est en train, il y a une grève des cheminots cette semaine, parce qu'on est en train de casser le fret ferroviaire, parce que Bruxelles n'a rien trouvé de plus intelligent que de dire qu'il fallait libéraliser le fret ferroviaire. Donc je veux dire, on a des discours politiques. On a une mobilisation des agriculteurs qui se mobilisent, pour certains, et sur la base de revendications qu'on peut entendre, qu'on peut même partager. Mais vous avez toute une partie de la classe politique qui dit aux agriculteurs, non, si vous avez des difficultés, c'est à cause de l'écologie, c'est à cause des normes environnementales, etc. C'est une hérésie de faire ça. Le problème de l'agriculture française, c'est pas l'écologie. Le problème de l'agriculture française, c'est que les agriculteurs sont matraqués par la grande distribution, qu'ils sont soumis à une concurrence déloyale, qu'il y a une forme de dumping environnemental et social qui prennent de plein fouet, qu'on va continuer à signer des accords de libre-échange à tour de bras avec le Mercosur. Bon, je reviens sur l'écologie, mais tout ça pour dire, si on avait vraiment conscience, s'il y avait vraiment une prise de conscience généralisée de l'importance de cet enjeu, on ne commencerait pas sur une revendication agricole de dire le problème c'est l'écologie, parce que ça, tout le monde sait par quoi ça va se traduire, c'est par des reculs environnementaux. Donc non, je crois qu'on n'a pas du tout pris la conscience. Je pense que, par contre, et ça c'est plus signe d'espoir, je pense que la revendication, d'abord, il y a une jeune génération qui, elle, est très consciente sur le sujet, et je pense même que l'anticapitalisme, qui était un peu usé dans les décennies, la chute de l'Empire, de l'Union soviétique, avait quand même, je sais pas, donner une forme de vieillesse à l'idée même du communisme, de la rupture avec le capitalisme. En gros, c'était un truc qui était plus trop, les jeunes générations, c'était plus trop là-dessus, quoi. Et je trouve qu'à travers la revendication écolo, en vérité, on a redonné une vivacité à la critique du système capitaliste. Donc ça, je pense que c'est un signe d'espoir, parce que ces générations-là, c'est celles qui rentrent maintenant, y compris en politique. Moi, je vois, il y a plein de jeunes qui s'engagent sur cette base-là, sur la base d'une centralité de la critique du capitalisme par son impact sur l'environnement, la planète, les écosystèmes, on utilisera les termes qu'on veut. Et donc pour moi, c'est plutôt un signe d'espoir, la politisation de la nouvelle génération avec une radicalité, là en l'occurrence. Oui, je pense à Camille Etienne, des gens comme ça, une vraie radicalité. Oui. Et on n'est pas sur ce qu'a été l'écologie il y a 10 ans, c'est-à-dire l'écologie de
fermer les robinets quand vous vous brossez les dents. Alors oui, il faut fermer les robinets quand on se brosse les dents. Mais une fois qu'on a fermé tous les robinets quand on se brosse les dents, le problème il demeure quasiment entier. Et donc c'est la question de la prédation d'un système économique qui considère que les êtres humains et la planète sont des variables d'ajustement. De toute façon, le problème qu'il y a là, c'est que ce système capitaliste s'effondre, qu'il ne veut pas céder de toute façon et qu'il a l'énorme difficulté de ne pas être amendable. On ne peut pas un peu bricoler on ne peut pas, c'est pas pensable. Si on est dans une logique d'expansion, il faut continuer. Toujours plus. Et évidemment, dans un monde fini, ça ne marche pas. La métropolisation du monde, on sait bien qu'il va falloir s'arrêter. On ne pourra pas faire des mégapoles avec des milliards de gens dedans. Et donc, en fait, ce monde, j'ai l'impression qu'il sait qu'il est en train de perdre et qu'il se radicalise de plus en plus. Il essaye de sauver à très court terme ce qui peut être sauvé, aussi des carrières politiques, aussi des fortunes absolument considérables. Et que en même temps, voilà, l'écologie est derrière en disant maintenant, il faut changer totalement de paradigme et que il y a pas, enfin, c'est difficile d'avoir les deux simultanés en fait. Ouais, je pense que alors moi je suis globalement d'accord sur le constat, c'est-à-dire je pense que pour le dire autrement, pendant des décennies et des décennies, le système capitaliste en France a appuyé sa domination plutôt sur ce qu'on appelle, on va dire, les outils du soft power, quoi, c'est-à-dire le consentement au capitalisme s'appuyer sur des codes culturels, sur des habitudes, sur un récit économique dominant qui était que tout le monde serait gagnant. Et je pense que ça s'est quand même effondré. Alors, il y a la question écolo qui a mis un bon coup dans ce récit dominant, mais il n'y a pas que ça. Il y a la crise des subprimes. Moi, je me rappelle, j'aime bien dire ça parce que je l'ai bien dans la tête. Je me rappelle, quand il y a eu avant la crise des subprimes, moi j'étais en école d'ingénieur, dans une école d'ingénieur, on faisait des maths et de l'informatique, et dans mon école il y avait une filière finance. Et je me rappelle que tout le monde voulait aller dans la filière finance. C'était parce que le rêve c'était de devenir trader. Et le métier qui était classe, même pour des ingénieurs, si tu voulais avoir un métier qui était valorisant dans la société, tu voulais devenir trader. Et je me rappelle à quel point la crise des subprimes a détruit cette illusion. C'est-à-dire le trader est devenu de la figure présentée comme étant la figure incroyable, qu'on envie, etc. est devenu plutôt la figure... Il se cachait à la City. Il se cachait, voilà. Il se cachait, oui. Donc ça aussi, je trouve, a sapé quand même l'autorité. Et tu disais, on ne peut pas transformer le système capitaliste. Bah, c'est clair qu'après la crise des subprimes, je me rappelle tous les discours sur on va transformer le système capitaliste. On a bien vu à quel point, en fait, le système, parce que c'est ces contradictions internes, inhérentes, ça, Marx le décrivait déjà à l'époque, comment ces contradictions-là, elles amènent petit à petit à des contradictions qui sont trop puissantes. Donc comme il y a ça, comme ce soft power-là a perdu, quoi, les médias, bien sûr, sont de plus en plus grossiers, mais le pendant au fait qu'ils sont de plus en plus grossiers, l'appareil médiatique dominant, c'est qu'il est de moins en moins cru aussi, parce que ça se voit de plus en plus. Et donc, je trouve qu'on va de plus en plus vers un maintien de la domination du système capitaliste par les outils du hard power, c'est-à-dire par la répression, par de la domination de plus en plus féroce, de plus en plus visible. Et ça, on parlait en début de ce que j'ai appelé du macartisme politique. Ça en est, à mon avis, une des conséquences. Mais ils ont racheté la presse pour ça. Il extinso, quasiment, c'est très dur. Alors après, est-ce que pour autant, ça c'est pour, même si je suis optimiste pour nuancer les choses, est-ce que pour autant, eux, ils ont conscience que ça ne durera pas, et en gros, ils sont juste dans un truc qu'on en profite le plus longtemps possible avant que ça explose? Je pense que le capitalisme a de la ressource, et que, y compris, il y a un modèle vers lequel il y a une minorité de privilégiés qui est globalement préservée des conséquences du réchauffement climatique, et puis toute une catégorie de la population qui en subit les effets, voilà, et qu'on peut imaginer dans des pires prévisions une inégalité fondamentale face à la transition et face à la crise climatique, et un monde dans lequel
ceux qui dominent aujourd'hui d'un point de vue économique pourraient dominer aussi d'un point de vue écologique. Ils le font déjà, mais ils pourraient le faire encore plus. Ils pourraient le faire encore plus malgré les conséquences du réchauffement climatique. Donc, et puis il y a le mirage technologique, quoi. Il y a cette idée toujours qu'à la fin on va arriver par le développement technologique à en endiguer les effets. Donc oui, en tout cas ça sape l'autorité de la domination capitaliste, ça j'en suis sûr. Pour autant, je pense qu'on n'a pas encore eu définitivement sa peau. Ah, on n'a pas eu sa peau du tout. Alors, évidemment, il se cabre, hein, la violence policière, enfin les violences policières, la violence de la presse, absolument, enfin, alors là, que tu essuies au premier plan très régulièrement avec un courage, une obstination, une patience absolument incroyable. Mais on sent bien qu'il y a des mots interdits, on sent bien que, oui, le système se cabre, il est très très violent. Nos ministres de l'Intérieur sont toujours pires d'une fois sur l'autre. Ça donne pas l'impression que c'est un système cool qui va bien et qui est rassuré. Il sait qu'il va mal et que, bon, on a vu ce qui s'est passé à Sainte-Soline, on voit ce qui se passe partout. Non, la violence est partout et je serais tenté de croire un petit peu, moi, que Camille Etienne, je sais pas, Marine Tondelier, Corinne Morel-Darleux, je cite des femmes parce qu'on les cite pas assez, évidemment, quand même sont en train de creuser un sillon quand même dans notre conscience collective et il suffirait peut-être qu'on ait des problèmes d'approvisionnement, ce qui va arriver très vite, hein, des problèmes de dérèglement climatique, on en a eu un petit peu ces temps-ci, on en aura d'autres prochainement. Peut-être pour que les gens se disent ça marche pas leur histoire. C'est possible. Après, le problème de cette question-là, c'est qu'elle ne peut pas être qu'une réponse à court terme à des effets qu'on mesure et qui font naître une prise de conscience qui permet ensuite d'y apporter des réponses politiques. C'est d'ailleurs toute la difficulté de cette bataille politique pour la prise en compte de la crise climatique. C'est que, par définition, il s'agit d'apporter des transformations à une société pour éviter des choses que les gens n'ont pas encore subi et donc mesuré. Et ça, bon, je pense que c'est quand même dans le comportement des sociétés de manière assez générale, voire dans le comportement des êtres humains, de se dire que tant qu'ils n'ont pas trop subi les effets d'un problème, bah, ils ne s'attaquent pas trop au problème, quoi. Alors c'est vrai qu'on commence à en voir les effets de plus en plus importants, mais malheureusement, plus on en voit les effets, plus ça veut dire qu'il est tard pour agir. Et qu'une partie de ce changement, il est irréversible. Et que donc on aura forcément une politique, il doit y avoir une politique de transition, de bifurcation, mais il doit y avoir aussi une politique d'adaptation, parce qu'il y a une part du changement climatique, de toute façon, qui est irrémédiable, sur laquelle on ne pourra pas revenir. Et ça, c'est quand même déjà le résultat d'une prise de conscience qui a été trop tardive. Et moi, ça fait maintenant des années et des années qu'à chaque fois que je dois prendre la parole sur... j'ai arrêté de le faire parce que je me suis dit, mais à chaque fois que je prenais la parole sur l'écologie, je disais, selon les rapports du GIEC, si l'on veut limiter la hausse de température à moins de 1,5 degré, on a 3 ans pour agir, on a 2 ans pour agir, on a 1 an pour agir. Ouais, bon, ok. Bon, bah maintenant, on a vu à Valence ce qui se passe. Voilà. Il y avait déjà, il y a un tiers du Pakistan qui est sous l'eau. Hein. Bien sûr. Des températures, enfin le couple température-humidité en Inde qui tue. À non, les effets sont là déjà. Les effets sont là. Mais c'est rien par rapport aux effets qu'on peut imaginer dans des dizaines d'années. Et non, on ne peut pas dire qu'on a une classe politique qui a pris à bras le corps ce sujet. Et on assiste un peu de la même manière que sur la question de la paix, on assiste à une forme de criminalisation du mouvement écolo, des activistes. On a quand même inventé ce terme incroyable d'éco-terroriste, qui est quand même, c'est juste hallucinant. Donc je trouve que, bien sûr, le système se braque, mais on a encore besoin de faire progresser la prise de conscience populaire. Alors justement, pour cette prise de conscience populaire, il y a ce nouveau front populaire, avec plusieurs couleurs dedans.
plusieurs personnalités. On sent bien que ça doit être assez compliqué. Enfin, pour ma part, je le vois de loin, mais notamment avec des gens comme Roussel, ça ne doit pas être très simple. Mais enfin, malgré tout, j'ai l'impression que c'est quand même un espace politique dans lequel on discute d'écologie, on discute d'égalité, on discute d'avenir, alors que quand même en face, on a des républicains et le RN, on n'en parle pas, et puis la Macronie, on ne parle plus en fait. On ne parle plus que de PIB, de concentrer l'argent, on ne parle plus de rien en fait. J'ai ce sentiment. Par contre, c'est vrai que dans ce nouveau Front populaire, il y a quand même il y a de la vie. Il y a des choses qui se passent, il y a des contradictions, il y a de l'épiphanie de certaines convergences. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même la force politique qui est un peu désirable pour le coup. Moi, je ne suis pas le plus objectif pour répondre à cette question, puisque j'en fais partie, mais oui, je pense que c'est la plus désirable. Après, on doit encore travailler, parce que, certes, c'est important de se dire qu'à la fin, on a parcouru du chemin, mais oui. Puisqu'on a quand même... On a gagné les élections législatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez les différents blocs politiques à l'Assemblée, c'est le Nouveau Front populaire qui est le plus gros bloc. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire qu'on n'a pas de majorité absolue et que c'est aussi ça qui a ouvert la voie au coup de force de Macron. Qui a un coup de force, parce que c'est une négation du résultat de l'élection, mais s'il a pu le faire, c'est parce que le Nouveau Front populaire n'a gagné qu'une majorité relative. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qu'on n'a pas réussi à convaincre cette fois-ci, qu'il va falloir convaincre la prochaine fois si on veut gagner, tout simplement. Donc je pense qu'on est désirable, mais je pense qu'on peut l'être encore davantage. La question, c'est comment on fait pour le faire. Alors oui, il y a de la vie, il y a du débat. Globalement, il y a quand même un socle programmatique commun, qui est celui qu'on a fait, qui est lui-même hérité du socle programmatique de la NUPES avant, qui, je peux le dire, pour grande partie était quand même assez inspiré du programme sur lequel on a fait campagne en 2022, avec Jean-Luc Mélenchon. Donc on a ce socle programmatique, on a parfois des sujets de débat et de discussion. Après, moi, je ne veux pas dire tout est rose. Je pense qu'il y a des inquiétudes aussi sur... tu as évoqué les prises de position de Fabien Roussel. C'est clair qu'on a un sentiment quand même, c'est que lui, je ne dis pas tous les militants communistes, mais certains en tout cas sont là contraints et forcés, qu'ils n'ont pas trop envie d'être là. On a l'impression, j'ai ce sentiment, ça n'engage que ma responsabilité là, mais que le PCF c'est juste un parti anti-LFI, ça ne devient plus que ça. Ouais. Moi j'ai pas entendu ce qu'ils ont apporté, qu'est-ce qu'ils auraient de singulier, de particulier. Non, dans l'expression de Fabien Roussel, c'est certain. Après, voilà, moi j'essaye toujours de faire la distinction parce que je sais aussi comment il y a des militants communistes d'une grande histoire qui sont des militants très engagés dans des syndicats, des associations. Mais c'est clair que les positions de la direction du Parti communiste aujourd'hui sont assez incompréhensibles. Et puis je vois bien qu'il y a des tentations dans les débats internes au Parti socialiste, avec une tentative de certains d'entre eux en gros, de revenir à l'ère Hollande pour aller vite. Et la direction actuelle du Parti socialiste, qui à la fois s'en démarque, mais à la fois elle se fait un peu tirer. Alors, c'est compliqué la position. C'est compliqué, bien sûr. Donc je vois bien je veux juste dire par là, moi j'ai aussi la lucidité de dire le Nouveau Front populaire, c'est un objet fragile. Voilà. C'est un objet fragile et c'est quelque chose qu'il faut essayer effectivement de faire progresser d'un point de vue de son élargissement populaire. Et là, il y a des débats aussi. C'est-à-dire, comment on fait ? Qui on va chercher ? Moi, je pense que un des points d'appui majeurs qui a été celui de la dernière campagne des élections législatives, dans la foulée aussi de la campagne qu'on a fait nous, là je parle pour nous les Insoumis aux élections européennes, ça a été quand même de permettre à la jeunesse et à une partie quand même significative des quartiers populaires de renouer une forme de lien avec la politique. Des gens qui pour plein de bonnes raisons, s'étaient mis à distance en se disant de toute façon ça ne sert plus à rien, on ne va pas aller voter, on a été trahis à chaque fois, etc. Je trouve qu'on a commencé à recréer un lien. Et ça, à mon avis, c'est une source d'espoir parce que ça nous a permis d'avoir une progression
de la participation dans les quartiers populaires, avec des scores qui sont des scores très importants, mais il y a encore une participation dans les quartiers populaires, dans la jeunesse, qui est 10 à 15 points plus faible que dans la moyenne de la population. Et moi, initialement, je pensais que c'était une constante de l'histoire, que les pauvres, globalement, pour aller vite, votaient moins que les riches. Et j'ai été très intéressé de lire dans le bouquin de Piketty et Cagé, qui s'appelle de mémoire une histoire du conflit politique, que c'était pas du tout le cas, que c'était pas du tout une constante de l'histoire, et que même en France, dans les années 60, 70, c'était l'inverse, c'est-à-dire en pourcentage, c'était les catégories les plus pauvres de la population qui votaient plus. Et j'ai essayé de me poser la question, pas tout seul, avec mes camarades, on a essayé de se poser la question de savoir pourquoi. Et ça fera le lien avec ce qu'on disait sur les États-Unis tout à l'heure. Et en vérité, dans les années 60-70, quel que soit ce qu'on peut en penser a posteriori, il y avait un projet radical, qui était le projet communiste, qui était un projet de rupture avec le capitalisme. Et donc, il y avait les catégories populaires qui se disaient, mais ça vaut le coup de se mobiliser parce qu'on peut changer les choses. Et donc, c'est pour ça que je fais le lien, et j'en déduis que si le nouveau Front populaire veut gagner, c'est-à-dire augmenter la mobilisation de la société, du peuple, des catégories populaires autour de ses idées, il ne doit certainement pas rompre avec sa radicalité, il doit l'affirmer, il doit l'assumer, et il doit lui donner un visage d'une France alternative possible par rapport à celle qui est à l'œuvre aujourd'hui. Voilà. Un espoir. Un espoir, une crédibilité et un contre-modèle, un autre modèle. C'est vrai qu'une des difficultés aussi à laquelle on a été confronté, c'est qu'on voit bien ce qu'on ne veut pas, la critique du système capitaliste. On peut se définir comme anticapitaliste. On a plus de mal à définir en un mot, un horizon. Il y avait... c'était le communisme, mais du fait... C'est un mot qu'on ne peut plus prononcer. Du fait d'expériences qui étaient sans aucun doute des dévoiements de l'idée communiste, c'est pas le sujet, mais qui se retrouvent accrochés à une vision qui ne permet pas de le gagner. Avant toi, c'était Bernard Friot qui était dans ce fauteuil. Il expliquait que Staline était globalement social-démocrate et pas du tout communiste. Bien sûr, non, mais pour moi, il n'y a pas de sujet sur le fait que ce qui s'est passé est un dévoiement de l'idéal communiste, c'est certain. Mais malheureusement, on est obligé de tenir compte des traces que l'histoire peut laisser aussi dans les esprits collectifs. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose de très beau dans le mot, la question du commun, mais il y a aussi des notions manquantes. Alors on avait essayé de faire un travail pour forger une discussion autour du terme d'écosocialisme, qui a aussi ses difficultés. La question, le socialisme aussi, ça peut aussi renvoyer à Parti socialiste, à une histoire aussi, dont on a parlé tout à l'heure, de ce que certains appellent la social-démocratie. Donc je trouve qu'il y a aussi cette question-là. On a un projet alternatif, que les choses soient claires. Mais est-ce qu'il apparaît suffisamment lisiblement, avec suffisamment de crédibilité ? Est-ce qu'il est ficelé ? T'as ce sentiment ? Vous êtes arrivé à un point où c'est très clair, ou c'est quand même quelque chose en devenir encore ? Je pense que ce qui est assez ficelé, c'est les premières étapes, ce que certains appelleraient un programme de transition. Ça, oui, je pense que c'est quand même assez ficelé. C'est budgété, c'est sérieux. Mais par exemple, le programme du nouveau Front populaire, est-ce que c'est un programme anticapitaliste ou pas ? Bon, c'est un programme qui contient en son sein des mesures qui limitent la sphère d'influence du système capitaliste. Par exemple, c'est un programme qui dit qu'il y a des secteurs de l'économie qui doivent échapper au système capitaliste. Donc, il doit y avoir des pôles publics, de l'eau, de l'énergie, etc. Donc, ça, c'est une manière de réduire la place du capitalisme dans la société. C'est un programme qui dit qu'il doit y avoir un code du travail, et il doit y avoir dans ce code du travail des mesures de protection et des règles qui s'appliquent pour tous les salariés, qui est aussi une manière de contenir le capitalisme, parce que c'est lui imposer des normes décidées par la loi. Mais ce n'est pas pour autant un programme qui dit qu'on va nationaliser l'ensemble des secteurs de la production. C'est un programme qui laisse une place, un programme d'économie mixte pour aller vite. Vers où on veut aller comme modèle après ? Ça, c'est une question, à mon avis, qui demeure entière et sur laquelle je pense qu'on ne serait pas tous d'accord. Mais je pense qu'il est ficelé dans les premières étapes d'un gouvernement du nouveau Front populaire, avec des transformations de la société qui sont déjà très importantes, très ambitieuses. Et à mon avis, le problème, notre difficulté
ou ce qui nous permettra de gagner, à mon avis, c'est pas programmatique. Je pense qu'on a ce qu'il faut d'un point de vue programmatique. C'est plutôt montrer que ça sert à quelque chose de se mobiliser, que le programme peut voir le jour. C'est plutôt notre principal adversaire, c'est la résignation. C'est l'idée que ça sert à rien. Oui, j'ai l'impression qu'il faut, parce qu'on est des homo sapiens, c'est qu'on ne sait pas trop faire autrement. On a besoin de rêver, on a besoin de s'incarner dans des gens, dans des programmes, et c'est ça qui manque en fait fondamentalement. Les gens votent plus pour ça, parce que voilà, tout ce qu'on a connu jusque-là, ça revient toujours à la même chose. L'argent se concentre de plus en plus. Je pense qu'on a tous vu cette prestation fabuleuse de David Guiraud à l'Assemblée nationale, sur la TVA. C'est absolument incroyable. C'est incroyable qu'on arrive à laisser passer ça sans que rien ne se passe. Enfin, quand on écoute ça, on dit c'est pas pensable. Et pourtant, si, c'est là, et il n'y a pas une révolution à la suite de ça. Il ne se passe rien dans la rue, il ne se passe rien nulle part. Et oui, on est très résigné, mais parce que oui, l'espoir, ça se nourrit en fait. C'est quelque chose qui se construit. Ouais, ça se nourrit, ça se construit, mais c'est aussi ça se construit aussi avec des étapes. Moi, je trouve que dans la dernière séquence électorale, il y a à la fois une dimension quand même d'espoir, bien sûr qu'il y a une dimension aussi de déception. Déjà, les deux sont. Il y a une partie des gens qui ne s'intéressaient plus à la politique, n'allaient plus voter, qui se sont dit ah, on va s'y mettre. Il y a eu déjà dans l'élection européenne, moi j'ai été frappé par ça, une politisation d'une partie de la population autour de cette question. C'est-à-dire, c'est d'abord la question de l'indignation face au massacre en cours à Gaza qui les a accrochés, et sur cette base-là, ils ont commencé à se poser plein de questions. Ça a toujours été comme ça, les mouvements. Par exemple, les Gilets jaunes, initialement, sont nés sur le refus de l'augmentation d'une taxe sur les carburants, et puis petit à petit, ils se sont posés d'autres questions. Mais alors pourquoi? Qui a décidé ça? Ah, ben c'est comment notre démocratie fonctionne? Ah, ben elle fonctionne mal. Et pareil, sur Gaza, il y a une partie de la population qui s'est mobilisée, qui s'est conscientisée, qui s'est politisée sur ce sujet. Ça, c'est positif. Et il y a eu, de ce point de vue-là, une participation populaire, mais massive au moment des élections législatives. Donc ça, c'est positif aussi. Après, on voit bien qu'il peut y avoir un risque de résignation sur ah, on a gagné, mais c'est pas nous qui gouvernons. Bon, ben moi, j'essaie de dire aux gens, les amis, ça ne doit pas vous amener comme conclusion, ça ne va pas vous amener à la conclusion que ça ne sert à rien d'aller voter. Je crois que les gens comprennent ça quand même. Ça doit vous amener à la conclusion que la prochaine fois, il faut voter plus nombreux, parce que si vous votez plus nombreux, Macron, il ne pourra pas refaire son coup de force. Oh, ben, c'est une bataille. Mais moi, je suis quand même sur l'idée que dans cette idée de redonner de l'espoir, montrer qu'il y a un autre chemin qui existe, je pense qu'on a plutôt progressé ces derniers mois et ces dernières années. Moi, j'ai l'impression que Macron a perdu surtout dans le narratif. Personne n'a cru que c'était légitime de modifier l'âge de la retraite, mais personne pense que la façon dont ont été traités les gilets jaunes était raisonnable. On n'arrache pas les mains aux gens, c'est pas vrai, on leur crève pas les yeux. Et bon, ce qui s'est passé aux dernières législatives, personne ne peut le suivre. Ils perdent tout le temps, tout passe en 49-3 avec une violence, extrême sur les démocraties. Et il me semble, j'essaye d'être honnête et de ne pas être trop simple dans mes réactions. Mais il semble que le nouveau Front populaire apporte quand même des questionnements. Les gens quand même réfléchissent. Marine Tondelier fait du travail. Moi, dans les jeunes, j'écoute beaucoup de gens parler et c'est vrai que si elle peut être épaulée par de tout le travail que fait l'AFI, si Olivier Faure devenait un peu la figure, enfin au moins ce mouvement-là fort du PS, on pourrait peut-être arriver à imaginer que finir par redonner de l'espoir vraiment à cette population qui n'y croit plus. C'est notre travail, c'est ce qu'on essaye de faire. Et moi je pense petit à petit que les choses avancent. Alors après, bien sûr, c'est dur, parce que tout ça se fait aussi dans un contexte social qui est difficile, avec des suppressions d'emplois, avec... Mais il va y avoir l'effondrement de ce système. La quantité d'entreprises qui ferment est colossale. Le record de faillite d'entreprises. Oui, c'est faillite. Mais je disais ça pour dire, pour moi, c'est plus un sujet, l'effritement du bloc central. Et la perte de toute autorité, de toute légitimité de Macron. Pour moi, c'est plus un sujet, mais après, puisqu'on a commencé la discussion par
une référence aussi à l'histoire un peu plus longue. On a parlé des années 30, etc. Bon, la vérité, c'est que, je crois que c'est Bertolt Brecht qui disait, en fait, le capitalisme, quand ça va bien, son système politique préféré, c'est la démocratie. Mais quand ça durcit, quand il perd son autorité, son système politique préféré, c'est le fascisme. Or, on voit bien, donc pour moi, mon sujet, c'est pas l'affrontement avec Macron. Pour moi, c'est quasiment de l'histoire ancienne, même s'il s'accroche, mais c'est les derniers soubresauts. La question, c'est l'affrontement avec la forme que va prendre que vont prendre les puissants, que vont choisir les puissants pour maintenir leur domination. C'est-à-dire de plus en plus, on en a les prémices sous les yeux, c'est Retailleau, c'est une forme de coalition des restes du bloc macroniste avec le bloc d'extrême droite pour maintenir une domination. Et en miroir de ça, c'est l'extrême droite qui sort peu à peu de son ambiguïté, c'est-à-dire que ça aussi c'est une caractéristique quand même assez commune des mouvements fascistes, c'est-à-dire pendant tout un temps, vous essayez d'être suffisamment ambigu, on ne comprend pas trop si vous êtes avec le peuple, si vous êtes avec le patron, si vous êtes avec les salariés. Ils sont toujours basés sur cette ambiguïté-là. Et puis dans la dernière ligne droite, vous sortez de cette ambiguïté pour apparaître comme étant le dernier rempart de la domination du capitalisme. Et là, je trouve qu'on a eu dans le débat sur le budget à l'Assemblée des premières bribes de ça. C'est-à-dire que l'extrême droite, petit à petit, révèle son visage. Et donc je pense que moi, l'affrontement final, pour aller vite, il est moins avec Macron qu'avec eux. Et eux, ils deviendront, et ça a commencé à être le cas, le nouveau système. Donc, avec le soutien d'une partie dominante de l'appareil médiatique, là on a commencé avec Bolloré, le groupe Bolloré, l'empire Bolloré, mais les autres s'alignent, et s'aligneront. Avec des soutiens grandissants des milieux économiques, ça a commencé là aussi, avec Bardella qui fait tout, qui va voir le MEDEF, qui essaye de... Et là, ça va être un affrontement dur. Et c'est ce qu'on disait sur la question du bouc émissaire. En gros, quand le système perd son autorité, il se durcit et il cherche à diviser le peuple sur des manières artificielles. C'est ce qu'on a déjà connu. On a l'impression que ça revient dito, c'est la même chose qui est en train de se passer. De toute façon, l'extrême droite est toujours sous-tendue par un système capitaliste. Tout ça est évident. C'est juste, est-ce que cette fois-ci, il y aura justement une force politique en mesure d'expliquer aux gens suffisamment vite et suffisamment bien et de les faire suffisamment rêver pour qu'on en sorte en fait. Qui dit on va choisir une autre option que la haine. C'est notre rôle et là c'est quand même important, moi je le dis quand même, de rendre hommage à ceux qui n'ont pas lâché au moment où le Parti Socialiste est dans une dérive qui l'amenait en gros similaire à la dérive qu'on a pu observer en Italie en fait. Bien sûr, oui. Et la décision que prend Mélenchon et les gens, moi j'étais pas au Parti Socialiste, mais qui quittent le PS à ce moment-là, de dire non, on n'accepte pas cette dérive et il faut qu'il y ait une force politique alternative, elle a été déterminante parce que sinon on serait dans la situation dans laquelle est l'Italie aujourd'hui, c'est-à-dire l'extrême droite qui dirige et en face une sorte de parti central qui va de Hollande à Macron et à Xavier Bertrand, quoi. Bon, bah ouais, mais si l'alternative à l'extrême droite c'est ça, mais ne vous étonnez pas qu'une partie importante du peuple, au bout d'un moment, dit mais les autres là, ça fait 50 ans qu'ils se partagent le pouvoir, il n'y a rien qu'à changer. Donc au bout d'un moment, vous avez des gens qui disent bah les autres, on va essayer. Bon, si vous n'êtes pas capable de montrer qu'il y a quelque chose d'autre possible qui ne soit pas à l'extrême droite, mais vous donnez un avantage à l'extrême droite, et c'est la conséquence, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a sous les yeux en Italie en particulier, et là c'est dramatique. Donc heureusement qu'on a en France quand même cette gauche de rupture, on va dire, qui permet de dire, vous voyez, il y a autre chose possible que le gloubi-boulga du centre, qui est en fait de droite, mais qui fait semblant qu'il couvre une partie importante du spectre politique. Parce que si on n'avait pas ça, mais l'extrême droite serait déjà au pouvoir. S'il n'y avait pas eu le nouveau Front populaire aux élections législatives, l'extrême droite serait au pouvoir. J'en suis convaincu. Ce que je trouve particulièrement judicieux, c'est que c'est un travail que Mélenchon a fait, que beaucoup font dans ce nouveau Front populaire, c'est qu'on explique aux gens. Et que j'ai l'impression que les gens comprennent mieux, ce que ne fait jamais la droite en fait, elle n'explique pas, et promet,
éventuellement, et combat, mais n'explique pas. Alors j'ai l'impression quand même que le niveau de conscience des gens est en train vraiment de bouger. Les gens comprennent mieux ce qui se passe. Et il y a un vrai travail pédago, je trouve que tu fais très bien, que beaucoup font. Et j'ai des souvenirs précis des Gilets jaunes de Firmini, avec qui on correspondait sur des listes comme ça de diffusion. Et d'avoir les premières semaines des mails, bon, on ne le disait pas, mais en disant non mais faut pas y aller là-dessus, c'est trop ceci, trop cela, trop violent, trop radical, c'est pas la bonne idée, etc. Et en quelques mois, ces gens sont mis à écrire très bien. Ben oui. Des choses super intelligentes et précises et senties. Mais bien sûr. Et je trouve que ça bouge, ça bouge. Mais bien sûr, les Gilets jaunes ont été un moment de politisation intense et en effet miroir en vérité. Je trouve que le fait que Macron multiplie l'utilisation des articles de la Constitution pour faire... En fait, tout ça, quand même, la réforme des retraites, tout ça a été un énorme travail de compréhension collective du fonctionnement de nos institutions. Moi, je vois bien les choses de ce point de vue-là. C'est que moi, quand j'étais étudiant, travailleur, franchement, je ne regardais pas ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Vraiment pas. Et là, alors peut-être je le vois de mon prisme dorénavant parce que je suis député, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant qu'ils regardent ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qui s'intéressent au débat. Jeudi, on a fait une réunion publique, anecdote amusante, mais il y a quelqu'un qui a oublié une pochette, il y avait des notes, surtout comment ça s'était passé, etc. Il y a un vrai... Mais pas la pédagogie au sens macroniste du terme, là, ce sens méprisant de on va expliquer aux gens ce qu'ils doivent comprendre. C'est pas le sujet. Moi, je fais pas de la pédagogie auprès des gens. Les gens, ils sont très intelligents, ils peuvent comprendre les choses. Je leur donne de l'information. Et sur la base de cette information, ils peuvent se faire leur point de vue. Tu détricotes quand même un narratif néolibéral. Tu le en permanence. C'est vrai. Tu dis non, c'est pas ça, le mot est pas juste, ça, la syntaxe n'est pas précise. Et ce qui se passe réellement, c'est ça. Et ça m'émerveille souvent. Je trouve que c'est très. Non, mais ça aide à comprendre. Après, on se dit, ah oui, d'accord, on remet en perspective et on pige pourquoi ça a été dit comme ça. Mais on ne prend pas les gens. Je mets à distance le mot pédagogie parce que je ne supporte plus comment il est utilisé dans le champ politique. C'est-à-dire, la pédagogie, c'est quand il y a des manifestations sur la réforme des retraites, c'est Mme Borne qui dit on n'a pas fait suffisamment de pédagogie. Non, mais en fait, les gens, ils ont bien compris, madame, ils ne sont pas d'accord. En fait, c'est pas pareil, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, ils ne sont pas d'accord avec votre truc. Donc, c'est pour ça que je mets ce mot-là à distance, même si c'est dommage, c'est un beau mot par ailleurs. Quand même, j'insiste, ce monde néolibéral est très complexe. C'est extrêmement difficile à appréhender le monde dans lequel on vit sous toutes ses facettes, et je trouve que c'est un réel plaisir et c'est essentiel quand même de ressortir assez régulièrement quand je te crois, enfin quand je t'écoute comme ça sur le net, mais pas que toi, il y en a d'autres, en disant ah oui, ça y est, j'ai pigé en fait ce que ça veut dire. Ouais, et puis de déconstruire les mots, parce que les déconstruire. La bataille politique, c'est clair. À quel point on parlait des manières d'imposer une domination, ce que j'ai appelé le soft power tout à l'heure, mais les mots, le vocabulaire. Dans la réunion publique qu'on a fait, ça m'a marqué, je lui en veux pas, c'est pas une critique, mais une des militantes qui a pris la parole, et c'est pas de sa faute, c'est comme ça que ça s'appelle, elle commence par parler du plan de sauvegarde de Casino. Et je trouve ça terrible. On parle de milliers d'emplois supprimés. Et je sais pas contre elle que je dis ça, je comprends, c'est le terme institutionnel. Mais c'est pas un plan de sauvegarde, c'est un plan de destruction d'emploi, c'est un plan de massacre. Les plans de sauvegarde de l'emploi, le plan de sauvegarde de l'entreprise, c'est magnifique. Tout est comme ça en fait. Le coût du travail, la dernière fois on m'a dit, le problème de Michelin c'est le coût du travail. Surtout Michelin, c'est magnifique, qui est racheté par BlackRock, qui veut à tout prix 50% des bénéfices. Oui, c'est... Mais c'est les mots, la bataille. Non mais je suis d'accord, la bataille des mots est très importante. Et nous-mêmes, on se rend compte à la fois qu'on essaye de la mener, donc de déconstruire l'utilisation d'un certain nombre, mais on se rend compte aussi comment quand même, la pression, etc., elle pèse sur nous, que parfois dans notre propre vocabulaire, on se met à utiliser des mots. On commence à dire il y a un problème avec les charges. Non, c'est pas des charges, c'est des cotisations. Enfin, bon, vous connaissez, mais. Donc la bataille des mots, elle est décisive. Ça, je suis d'accord. Déconstruire. Non, mais c'est pour ça que je disais, pas faire de la pédagogie au sens prendre les gens pour des imbéciles. Déconstruire pour pouvoir fournir de l'information et comment l'information est en permanence
présentée d'une manière mise en cohérence dans un récit qui sert la domination du système néolibéral. Ça, c'est la grande force d'ailleurs de l'appareil médiatique, je pense. Donc oui, notre rôle, c'est d'abord un rôle de déconstruction, c'est clair, et d'argumentation. Je crois en ça, moi. Je pense que Moi aussi. Si on arrive à comprendre. Je suis condamné à te libérer, je l'avais promis, je vais respecter cet engagement. Je voulais peut-être finir justement dans cette idée de déconstruire, d'expliquer, d'éclairer la demeure humaine. C'est Victor Hugo qui dit ça. Un jour, espérons-le, tous les points de la demeure humaine seront éclairés. Se réalisera alors le rêve de l'intelligence, avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. Je crois que c'est un peu ça ton combat. Ouais, après, j'essaye de l'inscrire dans une démarche collective. C'est notre combat et j'y participe, je prends ma part. Mais je suis d'accord, moi j'ai toujours considéré que... Et ça aussi c'est un point de divergence que j'ai eu parfois avec... puisqu'on parlait de la social-démocratie tout à l'heure. C'est les gens qui disent dans une campagne « Ouais, eux ça sert à rien d'aller leur parler, de toute façon. » Non, si, ça sert. Les gens, ils sont... Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens, ils sont intelligents. Et c'est juste qu'on les désinforme tellement, on essaye de tellement leur désapprendre à penser que moi, j'ai toujours l'espoir que oui, en expliquant, en essayant de dire les choses, c'est aussi dans les mots qu'on utilise. Un des problèmes d'une partie de la gauche à un moment, c'est que quand elle prend la parole, on comprend rien à ce qu'elle dit. On n'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit, il faut utiliser des mots simples, il y a des sigles, il ne faut pas les utiliser. Les gens, ils ne sont pas tout le temps à suivre comment ça fonctionne. Et ce n'est pas les prendre pour des imbéciles de dire ça, au contraire, c'est normal. Donc moi j'essaye toujours, on a un vrai travail de préparation, des médias, de nos interventions, où il y a des mots qu'on n'utilise pas, on se dit est-ce que ça va être simple? Comment on prend l'exemple pour expliquer les choses qui permet aux gens que ça résonne dans leur vie quotidienne? Comment on fait attention avec les millions, les milliards? Parce que peut-être que nous, ça nous dit des choses, mais pour plein de gens, normalement on ne fait plus la différence entre 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards. Donc il y a un travail qui est collectif, hein, avec une équipe, mais on se pose beaucoup la question de savoir comment on a un discours qui est juste compréhensible en fait, qui n'est pas codé, qui n'est pas de la langue de bois, où on dit les choses franchement, clairement. Et ouais, c'est une partie importante de mon travail. Et puis, moi, j'essaye aussi de faire un vrai travail d'explication aussi de nos institutions, de comment ça fonctionne, du rôle du député. Et là aussi, il y a beaucoup de travail parce qu'il y a une confusion qui a été très longtemps entretenue. Moi, quand j'ai été élu député, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant « Vous faites rien là pour les déchets dans la rue ». Je dis « Ouais, en fait, c'est pas ma compétence. Alors moi, je vais vous aider, je vais faire un courrier. Et petit à petit, moi, je suis content de voir, y compris sur une circonscription comme la mienne, mais c'est vrai au niveau national, mais je le mesure. Moi, j'ai une circonscription qui me sert aussi d'outil de mesure. Je mesure aussi des gens qui disent « Ah, je vous ai vu à l'Assemblée, je vous ai vu sur... Ah, c'est intéressant, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. » Et ça fait du bonheur, en fait, quand on se dit « Ah, il y a des gens qui se sont intéressés à ce qu'on fait, à ce qui se passe. » Finalement, moi, le mot qu'on me dit le plus, c'est « merci ». Alors que j'ai pas l'impression de... Je suis un élu d'opposition, j'ai pas eu l'impression par mon action de changer la vie des gens qui me disent ça. Mais quand ils me disent merci, je me dis, ils disent merci parce que juste le fait que ils ont quand même, ça veut dire que ils ont quand même l'impression que je porte un peu leur parole. Et ça me fait plaisir. Parce que ça me permet de me sentir aussi... et c'est ingrat le travail qu'on fait. Je ne dis pas qu'on est à plaindre, attention, on n'est pas les plus à plaindre. Hein. Mais il y a une forme d'ingratitude, on est dans des espaces violent. De conflictualité, quoi. Les médias, l'Assemblée. Et quand il y a des gens qui viennent te voir dans la rue pour te dire merci, tu te dis, bah, moi, je ne fais pas tout ça pour rien. Et ça fait plaisir. Manuel Bompard, merci. Merci beaucoup. Et peut-être à une autre fois. Ah bah, ce sera avec plaisir. Merci pour l'échange. Et j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.